Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons ce soir Fanchon Bourrassé, qui est professeur en neurosciences et pharmacocinéticienne au laboratoire de neurosciences intégratives et cliniques à Besançon, et qui va nous expliquer ce soir comment elle a réalisé une modélisation épidémio-cinétique qui lui permet de mesurer l'impact de la distanciation sociale sur la régression épidémique. Bien, merci Arnaud pour cette présentation. Merci à Arnaud et à Patrick pour l'invitation pour présenter aujourd'hui nos travaux de recherche sur cette pandémie de Covid-19. Donc, comme tu l'as dit, moi je suis pharmacienne et pharmacocinéticienne, mais également professeure en neurosciences. Mais donc ma casquette aujourd'hui, c'est plus la casquette de pharmacocinéticienne que de professeure en neurosciences, mais tout est lié. Évidemment. Alors, donc, le travail que je vais présenter, c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec mes collègues Bruno Megarban et Jean-Michel Schierman. Donc, Bruno Megarban est médecin, chef du service de réanimation à la Riboisière à Paris, et Jean-Michel Schierman est professeur émérite de pharmacocinétique et doyen honoraire de la faculté de pharmacie de Paris. Donc, ce que je vais vous présenter va porter sur une méthode qu'on a développée, qu'on a appelée une méthode épidémiocinétique. Donc, on a essayé de voir comment on pouvait mettre au service de l'épidémie nos connaissances et compétences en pharmacocinétique pour essayer de quantifier la durée d'une épidémie, les notions d'évolution, de vitesse d'évolution, de progression épidémique, et comment, du coup, des mesures de distanciation, comme des confinements ou des couvre-feux, pouvaient modifier cette progression épidémique. Alors, le travail qu'on a fait a donné lieu pour l'instant à un article qui est en libre accès sur Internet. Donc, c'est l'article qui est publié depuis janvier dans le journal général d'interne médecine, et qui a porté, donc, premièrement, développer, expliquer la méthode et l'appliquer à étudier l'effet de confinement dans 9 pays différents qui avaient appliqué des mesures gouvernementales tout à fait différentes, et donc voir un petit peu l'impact de ces mesures sur ce traitement. Un second article sur l'efficacité d'autres mesures, notamment du couvre-feu. Alors, pour comprendre notre méthode, il faut comprendre ce qu'est la pharmacocinétique. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi la conférence que j'ai donnée en octobre dans le cadre de la fête de la science, je vais recommencer un petit peu l'introduction au début. La pharmacocinétique, on peut l'aborder sous l'angle de la maladie. Alors, la maladie, on a deux façons de prévenir l'apparition d'une maladie. Soit on prévient son apparition par des mesures prophylactiques, donc des mesures préventives. On peut par exemple administrer des vaccins quand ils sont disponibles, ou tout simplement mettre en place des gestes barrières, se laver les mains, porter des masques. Et bon, je ne vais pas vous les décrire, vous les connaissez bien maintenant. Et quand on a la chance d'avoir un traitement, on peut aussi traiter, donc prendre un médicament qui, on l'espère, va avoir des effets bénéfiques, qui au mieux va faire disparaître la maladie et au moins pourra en atténuer les symptômes. Alors, le pharmacocinéticien, lui, se pose des questions relatives au temps. Donc, le temps, que ce soit en minutes, en jours, en heures, en mois, en années, on se pose des questions toujours par rapport à ce temps. Alors, on peut se poser la question, par exemple, de la durée d'une maladie sans traitement et avec traitement. Autrement dit, est-ce que l'administration d'un traitement médicamenteux peut modifier la durée de la maladie et notamment peut réduire cette durée? On va aussi se poser la question, quelle est la durée nécessaire du traitement? Est-ce qu'il faut donner le traitement et le prendre pendant une journée, 2 jours, 8 jours, 1 mois? Ça va dépendre évidemment de la pathologie, du médicament lui-même, du pathogène. Donc, il y a plein de facteurs qui vont influencer cette question-là. Et on peut aussi se poser la question du rythme d'administration, qu'il faut prendre le médicament 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Donc ça, ce sont des questions que vous vous êtes posées déjà avec votre médecin, j'imagine, quand vous êtes allé vous traiter pour une pathologie. Par exemple, si vous avez à prendre un antibiotique, on a dû vous dire que vous devez prendre votre traitement pendant 5 jours, 8 jours, 10 jours, ça dépend de l'antibiotique et de la pathologie, et puis qu'il faut le prendre 2 fois par jour, 3 fois par jour, à heure régulière. Et tout ça, ça a une importance, ça va permettre de mieux traiter la pathologie. Ça va faire en sorte que le médicament va être plus actif, va avoir une meilleure efficacité. Et toutes ces questions-là, qui sont relatives au temps, ce sont des questions de pharmacocinétique. Donc, en fait, sans le savoir, dès que vous prenez un traitement, vous avez de la pharmacocinétique avec vous.
Alors, la pharmacocinétique, c'est une discipline pharmaceutique. Vous avez le mot pharmaco et cinétique. Donc, pharmaco, c'est en grec pharmacon, le médicament, le poison, et kinématikos pour le mouvement, la cinétique, la vitesse. Donc, finalement, la pharmacocinétique, c'est étudier l'évolution du médicament dans un organisme auquel il a été administré. Et en termes de quantité, donc la quantité de médicaments qui arrivent dans l'organisme, et en termes de vitesse, donc la vitesse à laquelle le médicament arrive dans l'organisme, à laquelle il se distribue, et la vitesse à laquelle il va s'éliminer. Alors, pour mieux comprendre ce que je raconte, une petite explication en image. Si vous avez une pathologie quelconque, par exemple, vous avez mal à la tête, vous allez prendre un médicament pour essayer de faire disparaître ce mal de tête. Donc, vous allez exposer votre organisme à un médicament. Et puis, ce que vous espérez, vous, c'est que ce médicament fasse effet. C'est ce qu'on appelle l'efficacité du traitement, son effet thérapeutique. Et ça, la discipline qui s'occupe d'étudier les effets d'un médicament, c'est la pharmacologie. La pharmacocinétique, elle, je vous l'ai dit, s'intéresse à ce qui se passe, ce que l'organisme fait de votre médicament. Autrement dit, comment votre médicament est traité par l'organisme pour pouvoir entrer dans l'organisme, s'y distribuer, aller rencontrer ces cibles pharmacologiques, donc les cibles, les récepteurs sur lesquels le médicament va pouvoir jouer son effet thérapeutique, et puis comment ce médicament va être éliminé. C'est important que le médicament sorte de l'organisme in fine, parce que s'il reste dans l'organisme, il va s'accumuler et on va avoir un risque d'effet indésirable et de toxicité. Donc, la pharmacocinétique va essayer de suivre le mouvement du médicament dans l'organisme. Pour ce faire, on va mesurer dans l'organisme les quantités ou les concentrations de médicaments au cours du temps. Alors, on peut choisir de les mesurer dans différents espaces de l'organisme. On pourrait les mesurer dans un tissu, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut être capable de les mesurer, les médicaments, dans un tissu donné. Le plus simple reste de faire cette mesure dans le sang. On fait des prélèvements sanguins au cours du temps, donc différents prélèvements sanguins au cours du temps. Et on va mesurer les concentrations sanguines du médicament. Alors, vous avez ici la représentation de cette relation concentration en fonction du temps. On voit qu'au temps t égale 0, donc ici à l'origine, vous n'avez pas de médicament dans le sang puisque vous n'avez pas encore pris votre traitement. Et dès que vous le prenez, le médicament va prendre un certain temps pour arriver dans le sang. Vous allez voir une augmentation de ces concentrations dans le sang. C'est ce qu'on appelle la phase d'absorption. Le médicament rentre dans l'organisme, puis il va se distribuer dans les différents tissus. Donc le sang va l'amener dans les différents tissus. C'est là qu'il va rencontrer sa cible pharmacologique. C'est la phase de distribution. Et puis, à la fin, il va s'éliminer. Vous voyez, on voit que la concentration au cours du temps va diminuer jusqu'à atteindre le niveau idéalement 0. Donc ça, c'est la phase d'élimination. Après cette relation des concentrations en fonction du temps, on a donc des données qu'on appelle des données observées. On peut tracer une courbe de ces données-là et on peut mathématiquement écrire une équation qui va permettre de décrire cette relation des concentrations en fonction du temps. Ces équations mathématiques répondent à des systèmes exponentiels. Alors, je vous expliquerai pourquoi c'est important. Et à partir de ces concentrations en fonction du temps, donc de ces équations, on va pouvoir calculer des paramètres qui vont nous indiquer comment le médicament est entré dans l'organisme, comment il s'y est distribué en termes de quantité et de vitesse. Et donc, au final, vous allez pouvoir mesurer l'exposition de votre organisme à ce médicament. Alors, parmi les paramètres que l'on peut calculer, il y a la notion de demi-vie d'élimination. Cette demi-vie d'élimination, c'est le temps nécessaire pour diminuer de 50% une concentration ou une quantité donnée. Autrement dit, si on reprend la relation des concentrations en fonction du temps, donc ici, vous avez une relation de type exponentielle, une demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour passer d'une concentration de 50, par exemple, microgrammes par millilitre à 25 microgrammes par millilitre. D'accord ? Donc, vous avez bien diminué de moitié votre concentration. Et le temps qu'il faut pour diminuer de moitié cette concentration, correspond à une demi-vie. Une fois que vous avez écoulé cette première demi-vie, il vous reste donc 25 microgrammes par ml. Si vous attendez une deuxième demi-vie, vous allez à nouveau éliminer la moitié de ce qui vous restait, donc la moitié de 25. Donc vous allez arriver à 12,5.
etc. Et donc, si vous continuez ce raisonnement comme ça, vous allez arriver à un moment donné à un pourcentage d'élimination qui va s'approcher des 100%. Donc, cette notion de demi-vie, elle est importante et intéressante parce qu'elle permet en fait de connaître au bout de combien de temps votre médicament va être complètement éliminé de l'organisme. En une demi-vie, vous éliminez 50%. En deux demi-vies, vous éliminez 50 plus 25, donc 75%, etc. Vous pouvez continuer le raisonnement comme ça. Et en pharmacocinétique, quand on parle de traitement médicamenteux, on dit que le médicament est complètement éliminé de l'organisme au bout de 6 T1,5, ce qui correspond à 98,5% d'élimination. Alors, comme on a une exponentielle, on n'atteindra jamais vraiment le 100%, mais on va s'en approcher de plus en plus. Donc, plus on augmente le nombre de demi-vies, plus on va s'approcher du 100%. Cette notion de demi-vie, elle est également utilisée en radioactivité pour connaître le temps de décroissance de radioactivité. Donc, en radioactivité, on sait que la décroissance se fait en 10 fois la T1,5. Et on peut s'approcher au maximum du 100% d'élimination et donc de décroissance radioactive. Alors, par exemple, peut-être ce sera plus parlant avec des chiffres, si on prend un antibiotique comme la pénicilline G qui a une demi-vie d'1 heure, elle sera complètement éliminée de l'organisme en 6 fois 1 heure, donc en 6 heures. Si on prend un médicament, la digitoxine, qui est utilisée en cardiologie, là encore, vous avez une demi-vie cette fois-ci de 7 jours, donc une demi-vie beaucoup plus longue. Donc, pour éliminer complètement la molécule de l'organisme, il faudra 42 jours. Donc, vous voyez que plus le temps de demi-vie est grand, et plus le processus d'élimination va être lent. Et si on prend une molécule radioactive comme l'iode 125, il y a une demi-vie cette fois-ci de 60 jours. Comme il faut attendre 10 T1,5 pour son élimination, pour sa décroissance radioactive, il faudra attendre 600 jours pour qu'il n'y ait plus de radioactivité. Donc, vous voyez que cette notion de demi-vie, elle est importante parce qu'une variation de demi-vie de 1 heure à 7 jours à 60 jours va vraiment modifier la durée du processus. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Nos objectifs, c'était d'essayer de faire un pont, un lien entre le médicament et finalement un traitement de l'épidémie d'un point de vue cinétique. Donc, nous, ce qu'on avait, donc là, on a commencé les travaux, c'était au printemps dernier, on a vu une maladie qui était donc la maladie au Covid-19, pour lequel il n'y avait pas encore de vaccin, donc pas de traitement préventif, pas de traitement médicamenteux non plus, et donc cette maladie, elle s'est transformée en épidémie, puis en pandémie. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Évidemment, on s'est posé la question tous de savoir quelle est la durée d'une épidémie quand on n'a pas de traitement ni préventif ni curatif. Bon, je n'ai pas de réponse à la question. Par contre, nous, ce qu'on s'est posé comme question en tant que cinéticien, c'était est-ce qu'on peut calculer des temps de demi-vie épidémique comme on calcule les temps de demi-vie d'élimination d'un médicament? Et est-ce que ces temps de demi-vie épidémique, qui seraient alors des paramètres chiffrés et assez précis, comment ces paramètres pourraient nous indiquer l'efficacité peut-être de mesures de distanciation sociale? Est-ce que, autrement dit, si on modifie les conditions de circulation du virus dans la population, on va modifier les demi-vies épidémiques? Donc ça, c'était nos objectifs et nos questions. Plutôt nos questions et nos objectifs. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de ce qu'on savait faire en pharmacocinétique et de ce qu'on connaît très bien. Donc, je vais reprendre l'exemple du médicament qui est administré dans un organisme, chez l'homme par exemple, et qu'on peut retrouver et mesurer dans le sang. Donc, si on mesure les concentrations plasmatiques, donc les concentrations sanguines au cours du temps, et qu'on le place sur une échelle logarithmique, alors bon, là, ça devient un peu mathématique, mais juste en 2 mots, si vous avez une relation exponentielle et que vous la placez en coordonnées logarithmiques, vous allez linéariser la relation et on obtient une droite. Alors, c'est pratique, c'est tout l'avantage de ces processus exponentiels, c'est qu'à partir d'une droite, on peut facilement calculer la pente de la droite et que cette pente est directement reliée à la demi-vie d'élimination. Pour calculer la pente d'une droite, il nous faut au minimum 3 points pour vraiment avoir le coefficient directeur de la droite. Donc, on peut assez facilement obtenir ces notions de pente et de demi-vie. On en reparlera tout à l'heure. Si on revient donc à notre schéma, donc on a des concentrations plasmatiques au cours du temps et on voit que plus on avance dans le temps et plus notre concentration plasmatique diminue, forcément, puisque les médicaments s'éliminent. Au fur et à mesure qu'ils s'éliminent, imaginons que ce médicament est éliminé par voie urinaire, autrement dit, l'excrétion se fait par les urines. Au fur et à mesure que vous avez une décroissance dans le sang, vous allez augmenter la concentration dans les urines. Tout ce qui n'est plus dans le sang est passé dans les urines. C'est ce que je vous ai représenté dans ce petit schéma ici, qui est en fait le modèle pharmacocinétique, où votre médicament passe du sang, donc du plasma, à l'urine. Et ce passage du plasma à l'urine
se fait par une constante de vitesse qu'on appelle par exemple bêta. Et cette constante de vitesse bêta est directement reliée à la demi-vie, puisque bêta, hein, enfin, T1,5, c'est le logarithme népérien de 2, donc 0,7 à peu près, sur bêta. Donc dès qu'on a accès à bêta, on a accès à T1,5. Donc ce sont deux paramètres qui sont dépendants l'un de l'autre. Donc notre médicament, il est soit dans le plasma, soit dans l'urine. S'il est dans le plasma, il décroît et il passe dans l'urine. Dans l'urine, donc on voit une augmentation de ces concentrations urinaires. Quand on cumule et si on regarde les quantités cumulées de médicaments qui passent dans l'urine, au bout d'un moment, on arrive à un plateau puisque le médicament est complètement éliminé. Et voilà. Donc finalement, pour calculer notre bêta, on a deux possibilités. Soit on mesure la décroissance dans le plasma, soit on mesure la croissance dans l'urine. Dans tous les cas, la pente va nous donner ce fameux bêta qui va nous permettre de calculer la demi-vie d'élimination du médicament. Alors, en partant de ça, on a regardé ce qui se faisait en épidémiologie. Alors, en épidémiologie, excusez-moi, voilà, le modèle sur lequel est fondé beaucoup de modèles épidémiologiques actuellement, c'est le modèle CIR. Alors, juste avant de vous décrire ce modèle, j'aimerais juste encore vous dire un mot sur la pharmacocinétique et la différence entre la pharmacocinétique et l'épidémiologie qui me semble importante pour comprendre vraiment ce qu'on fait. En pharmacocinétique, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on a des modèles pharmacocinétiques qui nous permettent de quantifier et de décrire, d'avoir des équations qui décrivent nos processus d'absorption, de distribution, d'élimination. Mais ce qu'on fait le plus souvent, vous voyez, c'est qu'on fait des mesures, par exemple, dans le plasma. Donc, on a ici les petits points, ce sont des données qu'on appelle des données observées. On récupère les données chez un patient. Et puis, à partir de là, on construit nos courbes, on construit nos modèles et on calcule des paramètres. Donc, finalement, on fait des calculs a posteriori. On va être capable de calculer les paramètres pour décrire la pharmacocinétique, pour décrire ce qui a été observé. En épidémiologie, la plupart des modèles ne sont pas faits pour décrire ce qui s'est passé, mais sont faits pour prédire ce qui pourrait se passer selon les conditions et selon différents scénarios. C'est ce qu'on voit dans les journaux à la télé partout. Si jamais je confine, si je ne confine pas, si je confine un petit peu mais pas beaucoup. Voilà, donc on fait différents scénarios et voilà les courbes qu'on pourrait avoir. Donc en fait, on fait des prédictions. Alors en pharmacocinétique, on peut faire aussi de la simulation et des prédictions, mais c'est pas ce qu'on peut aussi faire de l'analyse a posteriori. Donc, ça pour dire que les modèles épidémiologiques qui sont utilisés aujourd'hui pour faire les prédictions qu'on voit dans les journaux sont fondés, pour beaucoup, pas tous, mais sont pour la plupart fondés sur ce modèle qui a été décrit en 1927. Donc, vous voyez, c'est un vieux modèle. Alors, depuis, évidemment, il a été amélioré, complexifié, enrichi, donc il a un petit peu changé. Mais voilà comment il était présenté en 1927. L'idée était de se dire que la population dans laquelle se développait une pathologie pouvait être divisée en 3 compartiments. Le compartiment des individus qui sont susceptibles d'être infectés, donc susceptibles d'être malades, et qui ne sont pas encore malades. Les patients, enfin pas des patients, les individus qui sont cette fois-ci infectés. Donc, une fois qu'ils sont infectés, ils sont plus susceptibles. Vous voyez, donc on passe du compartiment susceptible à infecté par une constante de vitesse. Donc, on en revient encore à notre notion de vitesse, bêta. Et puis, les infectés vont ensuite soit guérir, soit éventuellement décéder. Et donc, ils vont entrer dans le compartiment recovered. Et le passage de ce compartiment rouge à ce compartiment bleu va se faire avec une constante de vitesse qu'on appelle par exemple gamma. Intéressant, c'est que si on fait le rapport bêta sur gamma, on a accès au R0, dont vous entendez parler également dans les médias. Alors, on s'est dit qu'il y avait quand même des similitudes dans tout ça. C'est que, OK, on ne fait pas la même chose en pharmacocinétique, on décrit, en épidémiologie, on prédit, mais la prédiction et l'explication se fait avec des modèles, et que ces modèles sont finalement les mêmes modèles, et on a les mêmes équations. Si on regarde ce qui se passe entre le plasma et l'urine avec la constante bêta, on a la même chose entre le compartiment susceptible et infecté avec la constante bêta. Donc, on se dit qu'il y avait quand même une grande similitude de traitement des données qui nous a donné l'idée de développer notre modèle épidémio-cinétique. En fait. Je pense que j'ai dû enlever pharmaco, parce que c'était de mélanger l'épidémiologie et la pharmacocinétique. Alors ici, là, j'ai oublié de vous montrer, c'est les courbes qu'on peut obtenir quand on fait de l'épidémiologie et qu'on prédit. Si je mets mon bêta à une certaine valeur et mon gamma à une certaine valeur, si je considère que je vais avoir tant d'infectés au bout de tant de temps, je peux simuler des courbes. Donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est avec nos méthodes de pharmacocinétique, est-ce qu'on est capable de construire finalement
cette courbe du compartiment susceptible et la courbe du compartiment infecté, de même qu'on avait la courbe du compartiment plasmatique et la courbe du compartiment urinaire. Donc, c'est ce qu'on a développé. On a effectivement réussi à construire cette courbe dans le compartiment infecté à partir des données disponibles sur Santé publique France. Et on a pu faire des analyses de données sur cette courbe-là. Donc ça, c'est ce qu'on a publié dans l'article en ligne. Le seul problème de cette courbe, c'est que pour pouvoir faire de l'analyse et mesurer des paramètres sur cette courbe-là, il nous fallait avoir les données depuis le temps zéro jusqu'à la fin de l'épidémie, quasiment. Et donc, finalement, on avait uniquement des calculs a posteriori une fois que l'épidémie est passée. Si on voulait avoir une notion de ce qui se passe plus en temps réel, il fallait réussir à obtenir cette droite, puisque je vous l'ai dit, une droite avec 3 points, on peut calculer une pointe. Donc, on peut quasiment faire des calculs en temps réel. Donc, c'est ce qu'on a fait et publié. Donc, on a réussi à obtenir cette courbe de régression et donc de passage du susceptible à infecté avec cette constante bêta. Cette constante bêta, c'est la pente de cette droite-là. Donc, à partir de là, on s'est lancé et on a regardé, on a construit ces courbes dans différents pays qui avaient mis en place des méthodes, des mesures de confinement plus ou moins strictes, plus ou moins précoces. Et on a regardé quelles étaient les demi-vies dans ces différents pays et comment, justement, on pouvait relier éventuellement les différentes mesures à ces valeurs de demi-vie. Donc, on a fait l'étude entre mars et mai 2020, donc pendant la première vague. On a choisi donc 9 pays différents. Alors, les 2 premiers qu'on a choisis, c'était un pays pour lequel il n'y avait pas eu de confinement, c'était donc la Suède. Alors, il n'y a pas eu de confinement, mais il y a quand même eu des mesures qui avaient été prises, puisqu'il y avait quand même du télétravail qui était fortement recommandé. Et puis, il y avait quand même une interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Donc, il y avait quand même des choses qui étaient mises en place, mais on n'a pas eu de confinement tel qu'on a pu connaître en France, en tout cas. Et puis, à l'inverse, on a regardé ce qui se passait en Nouvelle-Zélande, puisque la Nouvelle-Zélande a confiné de manière très stricte et très précoce dès les premiers cas et a fait durer le confinement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas. Donc, elle a fait durer le confinement pendant quand même assez longtemps, enfin à son échelle. Ouais, donc, c'est une espèce de 2 témoins positifs, négatifs. Donc, un pays avec sans confinement vraiment pour en parler et un confiné très tôt et très strict. On a tracé nos droites et on a calculé nos pentes et donc nos demi-vies. On voit que pour la Suède, on a une demi-vie de 20 jours. Pour la Nouvelle-Zélande, une demi-vie de 5 jours. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Surtout si on se souvient que quand on veut mesurer la durée d'un processus, donc là, par exemple, la durée du processus de régression épidémique dans ces conditions de circulation du virus, donc si on reste dans les mêmes conditions et qu'on va jusqu'au bout de la pente ici, il nous faudrait 55 jours si on prend 10 et demi pour la Nouvelle-Zélande et 200 jours pour la Suède. On voit qu'entre 5 jours et 20 jours, ça fait quand même une grosse différence sur la durée du processus in fine. En France, on a fait le même calcul, on a obtenu une demi-vie de 10 jours. Donc, on était intermédiaire, sachant qu'on avait un confinement quand même assez strict. Par contre, on a confiné moins tôt que la Nouvelle-Zélande. Enfin, on n'a pas confiné dès les premiers cas. On a attendu 3 semaines, un mois et demi même précisément, entre le premier cas et l'annonce du confinement en mars. On a fait l'étude en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et dans tous les cas, enfin dans ces 4 pays, les demi-vies obtenues étaient également autour de 10 jours, entre 10 et 12 jours. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne et les Pays-Bas, si vous vous souvenez, n'avaient pas du tout la même politique de confinement qu'en France. C'était beaucoup plus, enfin, c'était moins sévère. Ils avaient quand même plus d'autorisation de sortie que chez nous, on va dire ça comme ça. Et la sévérité n'était pas la même, mais on a obtenu des valeurs de demi-vie assez similaires. On a également fait l'étude en Grande-Bretagne, en Angleterre, où donc là, le confinement a été fait un peu plus tardivement, je crois que c'était 2 mois à peu près après les premiers cas. Et là, on a une demi-vie de 15 jours. Donc, avec ces premières mesures, on a l'impression que ce qui est vraiment important, ce n'est pas tant la sévérité du confinement que la précocité avec laquelle il est mis en place. Et que plus il est mis en place tôt, et plus on a des chances de réduire la demi-vie. Et si on réduit la demi-vie, potentiellement, on va réduire la durée du processus. On va en reparler. Alors, en tout cas, on a regardé également ce qui s'était passé aux États-Unis. Alors, les États-Unis, c'était un cas intéressant, d'un point de vue
conceptuel, on va dire, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment un cas intéressant d'un point de vue humain, mais d'un point de vue conceptuel, c'était intéressant. Les États-Unis, ils ont confiné très tôt. Ils ont confiné très tôt. Alors, c'était compliqué parce que chaque État avait ses mesures, mais dans l'ensemble, il y a eu des mesures de confinement qui ont été prises assez rapidement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers cas aux États-Unis sont arrivés un peu plus tardivement qu'en France. Et par contre, ils ont confiné en même temps que nous. Donc, en fait, ils avaient pris un peu d'avance sur le confinement. Et la demi-vie observée, enfin mesurée pendant cette première période est de 7 jours. Donc, on a une demi-vie rapide, hein, ça partait plutôt bien. Le problème, c'est qu'ils ont arrêté les mesures très vite. Au bout d'un mois, quasiment, ils ont arrêté toute mesure de confinement, quasiment tous les États. Alors, bon, c'est pareil, il y a des disparités, hein, je fais des généralités, mais c'est un peu ce qui s'est passé au niveau national. Et cette levée des mesures de confinement a été radicale. La pente, vous voyez, a changé. Hein, on n'a plus du tout la même inclinaison de pente. Et dans cette deuxième période, si on calcule, donc la pente est beaucoup plus lente, hein, donc ça veut dire que le processus est beaucoup plus lent pour arriver jusqu'à une décroissance complète. Et donc là, on a une demi-vie de 30 jours. Donc, on dépasse même la Suède, pour laquelle il n'y avait pas trop de confinement. Donc, vous voyez que cette notion et ce calcul de demi-vie, cette représentation en pente, permet d'évaluer et d'apprécier assez vite et assez rapidement comment se passent les pentes et donc quelle est la demi-vie pour chaque période. Vous voyez que là, la pente, enfin, on arrête le confinement, c'est une sanction immédiate. Hein. Alors, si on se rappelle un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, en pharmacocinétique, on dit que le processus d'élimination est complet au bout de 6 T1,5. En radioactivité, c'est 10 T1,5. Donc, nous, on s'est posé la question dans le cadre de cette épidémie, enfin d'une épidémie, parce que bon, la notion de demi-vie épidémique, c'est une notion qu'on voit peu ou pas, enfin, je ne l'ai pas vue dans la littérature. Donc, quelle est cette notion, enfin, quelle est cette durée de processus épidémique si on applique la demi-vie à l'épidémie? Est-ce qu'il faut attendre 6 demi-vies pour que le processus de l'épidémie s'éteigne? Est-ce qu'il faut attendre 10 demi-vies, 12 demi-vies ou plus? On n'avait aucune idée. Mais maintenant que la première vague était passée, on s'est dit on va comparer nos demi-vies avec la réalité des choses et on va essayer de voir un petit peu où on en est. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, je vous ai mis dans ce tableau donc la Nouvelle-Zélande, la France, l'Allemagne, enfin, les différents pays qu'on a étudiés. La demi-vie qu'on a calculée pour chacun, donc 5 jours à peu près pour la Nouvelle-Zélande et une dizaine de jours pour les autres. Si on est parti sur 10 T1,5 parce que le calcul était simple et on a s'approché quand même pas mal des 100% d'élimination avec 10 T1,5. Donc la durée théorique de l'épidémie dans les conditions, j'insiste, hein, c'est vraiment dans les conditions dans lesquelles on était confiné ou pas confiné à ce moment-là. Hein. Donc, si on reste sur la même pente, le processus devait se terminer au bout de 55 jours en Nouvelle-Zélande, de 100 jours pour la France, 120 jours pour l'Italie, etc. Donc ça, c'était, si on faisait le calcul, 10 fois T1,5. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, une fois que c'était passé tout ça, donc à l'automne, on a regardé quelle avait été vraiment la durée de cette première vague. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on avait, avec nos 10 T1,5, on était en dessous de la réalité. Hein, la durée de l'épidémie en Nouvelle-Zélande, la première vague de cette première pente, c'était 70 jours. En France, c'était 126. Bon, c'était un peu plus élevé. Donc, on a calculé, on a divisé cette durée par la demi-vie et on a obtenu le nombre de demi-vies qu'il fallait attendre pour arriver au bout du processus. Et on voit que pour l'épidémie, on se situe plutôt au niveau de 12-13 T1,5, alors qu'on était à 10 T1,5 pour la radioactivité et à 6 T1,5 pour un médicament dans l'organisme. Vous voyez que ça change, on a l'impression que vraiment pour arriver au bout d'un processus épidémique, c'est plus lent, parce que dès qu'il y a encore des cas, peut-être que ça peut revenir. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut plutôt attendre 12 à 13 demi-vie, visiblement. Donc ensuite, on s'est dit, si c'est comme ça, alors c'est vrai qu'en pharmacocinétique, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que si on veut étudier un processus complet, idéalement, il faut l'étudier pendant les 6 demi-vies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de médicaments. C'est vrai que c'est un petit peu des fois fastidieux et long pour les patients quand on doit leur faire des prélèvements pendant 6 T1,5. Et donc, des fois, on peut se dire que si on étudie jusqu'à ce que le médicament soit éliminé à 90%, on a déjà vu pas mal de choses et ça correspond à 3,3 T1,5. Alors, on s'est posé la question si on pouvait avoir un peu le même raisonnement. On a regardé un petit peu quelle avait été la durée du confinement. Il semblait aussi que la durée du confinement était importante. Si on se souvient des États-Unis, ils avaient déconfiné très tôt et tout de suite, la pente a changé d'inclinaison. Donc, on a regardé un petit peu la durée dans ces différents pays.
Alors, en Nouvelle-Zélande, en nombre de jours et surtout en nombre de T1,5. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Nouvelle-Zélande, le confinement a duré 6 T1,5 et ailleurs, c'était en dessous de 6, hein, donc autour entre 3 et 5, 6 T1,5. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est important, ça peut avoir son importance. Si on déconfine trop tôt, on risque d'y avoir un rebond. Et finalement, c'est normal parce qu'on n'a pas complètement éliminé le virus de la population. Alors, en Nouvelle-Zélande, ils ont attendu 6 1/2 et jusqu'à nouvel ordre, ils n'ont pas eu de rebond. Alors, je sais que la Nouvelle-Zélande est un cas un peu à part, hein, c'est une île, ils ont fermé les frontières, il y a eu plein de mesures qui ont été prises très tôt et très strictes. Donc, on ne contrôle pas du tout de la même manière une épidémie sur une île et puis chez nous. Mais enfin, voilà, on peut quand même se dire que 6 1/2 serait peut-être le minimum qu'il faudrait considérer pour une durée peut-être possible d'une mesure de distanciation sociale pour qu'elle soit efficace et pour éviter qu'il y ait un rebond immédiatement après. Bon, ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir, hein, ce n'est pas une donnée brute, hein, c'est juste une réflexion, une hypothèse. En tout cas, ça permet de réfléchir à ces questions-là. Donc, en calculant une demi-vie, on est capable de regarder, d'apprécier la durée éventuelle du processus et la durée potentielle que devrait durer la mesure barrière qui est mise en place. Donc finalement, on a mis au point donc, notre méthode épidémiocinétique qui nous permet de mesurer les demi-vies épidémiques et de voir qu'en épidémie, la durée du processus s'approche plus des 12-13 T1,5 que des 6 T1,5 qu'on observe en pharmacocinétique. L'intérêt de cette demi-vie épidémique, c'est qu'on peut la calculer à partir de données observées sur quelques jours ou quelques semaines, puisqu'il faut seulement 3 points pour pouvoir calculer cette pente. Et donc, on pourrait assez facilement évaluer l'efficacité des mesures de distanciation sociale. Hein, donc, quand on n'a pas de mesure et qu'on en prend, on devrait faire varier la pente et donc accélérer le processus. À l'inverse, on arrête trop tôt une mesure, on va voir la pente se ralentir et donc la demi-vie s'allonger. Et éventuellement, on pourrait estimer la durée nécessaire de ces mesures. Donc, on a regardé ensuite ce qui s'est passé pendant le second confinement en France et on a voulu voir s'il y avait des variations entre la France et les différentes régions en France, voire au niveau des départements. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une vision globale de notre courbe, mais cette fois-ci vue depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez, jusqu'à présent, je vous avais montré que cette première partie, qui était la partie du premier confinement. Quand il y a un confinement, on décroît le nombre de contaminations et donc la vitesse de progression diminue. Et donc, on avait bien une régression de l'épidémie. En revanche, donc là, on est pendant le confinement. Alors, on voit qu'après le premier confinement, on était quand même sur une dynamique de décroissance qui est restée pendant… Donc, chaque point, c'est une semaine. Hein, donc, on voit qu'on était sur une dynamique de décroissance pendant encore un bon mois. Et puis après, pendant l'été, on a augmenté, on a augmenté jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc là, ça veut dire que le processus s'est inversé. Hein, donc, on n'était plus en phase de régression, mais en phase de progression épidémique. Alors, on peut aussi calculer une demi-vie de progression épidémique. Et puis, il y a eu en place le second confinement qui s'est mis en place début novembre. Et donc là, on a de nouveau inversé la vitesse d'évolution. On voit qu'on a de nouveau une régression d'épidémie. Et la demi-vie qu'on calcule ici est de 9 jours. Donc, on voit qu'on retrouve bien une demi-vie à peu près équivalente à celle qu'on avait pour le premier confinement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le second confinement était quand même moins strict en France que le premier confinement. Les écoles étaient ouvertes, par exemple. Et on a la même valeur de demi-vie. Donc, on arrive à ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, la sévérité du confinement ne semble pas influencer la valeur de demi-vie. Enfin, pas tant que ça. Intéressant aussi, c'est de voir que le 28 novembre, on a réouvert les magasins pour les courses de Noël. Et donc là, c'est comme pour les États-Unis tout à l'heure, on a une sanction immédiate. On ouvre les magasins, on relâche, on remet du contact. Et la régression épidémique s'est stoppée net. Et on a eu ce fameux plateau qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on a regardé ce qui s'était passé dans différentes régions pour voir si on avait la même chose partout ou s'il y avait des disparités en fonction des territoires. Donc là, je vous montre les courbes à partir du 18 mai. Donc, je pars d'après, enfin, la fin du premier confinement jusqu'à aujourd'hui. Donc, pareil, avec une vision globale. Hein, donc, chaque point étant une semaine. Donc, ce soit le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, on voit l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, de toute façon, toutes les régions, on a à peu près la même chose. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un confinement, donc, on a une décroissance, donc une inversion
de courbe et avec des demi-vies de 9 jours, 9 jours, 12 jours, 9 jours. Donc, on a des demi-vies qui se rapprochent d'une dizaine de jours, comme on a vu dans le premier confinement en France et à l'étranger aussi. Donc, en fait, on voit que quelle que soit la région, quel que soit le pays, quelle que soit la sévérité du confinement, on atteint des demi-vies similaires autour de 9-10 jours quand il y a un confinement. Donc, pareil en Nouvelle-Aquitaine et pareil également en région. Donc, cette première conclusion n'est pas une surprise, on l'a vu, ça permet bien d'inverser la courbe et de faire régresser l'épidémie. À partir de là, on était capable, nous, de mesurer des demi-vies épidémiques. On voit que ces demi-vies épidémiques, quel que soit le pays, la région et quelle que soit la sévérité du confinement, ont des valeurs autour de, alors compris entre 5 et 14 jours pour la fourchette, mais en fait, ce n'est pas 14, c'est 15, c'est pour la Grande-Bretagne, 5 jours pour la Nouvelle-Zélande, mais sinon, on est très resserré autour de 9-10 jours. Et finalement, ce qui fait varier ces deux extrêmes, 5 jours et 15 jours, c'est la précocité du confinement. Tous les pays au milieu ont été confinés à peu près en même temps pour le premier confinement. Et la Nouvelle-Zélande a été confinée plus tôt et l'Angleterre plus tard. Donc, on sent que la notion de précocité de la mise en place des mesures a une importance sur cette durée d'épidémie. Alors, on est passé ensuite, on a regardé ensuite l'efficacité, on a voulu voir si notre méthode était capable d'évaluer l'efficacité des couvre-feux. Alors, le couvre-feu a été mis en place tout d'abord, en tout cas pour la France, en Guyane. Et ces premiers couvre-feux ont été mis en place juste après le premier confinement. Donc là, pareil, on a la vision globale de la courbe, donc ça décroît au départ, et puis ça augmente, et ça redécroît. Donc, le premier couvre-feu mis en place, c'est pendant cette période-là que j'ai appelé la période de décroissance numéro 1. Et si on la regarde en détail en coordonnées semi-logarithmiques, vous voyez, j'ai mis ici des valeurs logarithmiques. J'obtiens bien des droites, comme à chaque fois. Et cette fois-ci, je vois que je n'ai pas une seule droite, mais j'en ai deux. Et ça me fait penser à ce qu'on a observé aux États-Unis. Savoir qu'on a une première période avec une demi-vie de 10 jours. Donc, on voit que le couvre-feu en Guyane qui a été mis en place tout de suite après le premier confinement a permis d'avoir des demi-vies de 10 jours. Par contre, au bout d'un moment, je ne sais pas trop si ça a été relâché ou ce qui s'est passé, mais on est passé sur une pente beaucoup plus lente avec une demi-vie de 40 jours, 43 jours. Cette deuxième pente plus lente a fini par aboutir à une augmentation, donc une inversion de courbe dans le mauvais sens, donc une augmentation des contaminations et de la vitesse de progression de l'épidémie, jusqu'à arriver au 11 janvier où a été mis en place le deuxième couvre-feu. Et là encore, en Guyane, on voit immédiatement une décroissance de cette courbe. Et si on fait le calcul, on revient à une décroissance avec une demi-vie de 10 jours, 10,6 jours. Donc, on voit bien qu'en Guyane, les couvre-feux tels qu'ils ont été mis en place en Guyane permettent, comme le confinement, d'obtenir des demi-vies d'une dizaine de jours, en tout cas au début. Alors, fort de cette expérience, les couvre-feux ont été instaurés également en France. Alors, si vous vous souvenez, il y a eu quelques départements qui ont été mis sous couvre-feu juste avant le deuxième confinement, donc c'était en octobre. Je vous ai mis ici une petite flèche. Alors là, c'est la courbe de la France. Donc au niveau national, quand on regarde, alors le couvre-feu a été mis en place 2 semaines avant le confinement, donc ça laisse quand même très peu de temps pour apprécier le niveau, l'efficacité d'un couvre-feu éventuel. En tout cas, on n'a rien vu de particulier sur la courbe nationale. On voit bien l'efficacité du second confinement, l'ouverture des magasins, et puis ensuite, il y a eu le deuxième couvre-feu qui a été mis en place, donc cette fois-ci au niveau national, en décembre, puis en janvier à 20h et 18h. Et là encore, on ne voit pas le miracle de décroissance qu'on voit avec un confinement, d'accord, donc on n'a pas inversion de la courbe. Par contre, on ne voit pas non plus d'augmentation drastique des contaminations. Peut-être que le couvre-feu a au moins permis de stabiliser la chose. Alors, on a regardé ce qui s'est passé dans les régions pour voir s'il y avait des différences justement sur les territoires. Alors, on a regardé en Île-de-France, notamment à Paris et dans les Yvelines. Enfin, j'ai fait tous les départements, mais je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. On a regardé également les Bouches-du-Rhône. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, alors là, ce sont les départements pour lesquels, ou les régions dans lesquelles il y a eu le premier couvre-feu au 17 octobre, donc avant le second confinement. Donc là, quelle que soit la région ou le département, on voit rien sur la courbe concernant ce premier couvre-feu. Concernant le deuxième couvre-feu, on voit qu'en Île-de-France, Yvelines et Paris, il n'y a pas de diminution des
la vitesse de progression de l'épidémie et plutôt une petite augmentation malgré le couvre-feu. On ne voit pas d'efficacité très nette du couvre-feu, en tout cas sur ces courbes-là. Dans les Bouches-du-Rhône, l'augmentation est encore plus marquée, hein, malgré le couvre-feu, on continue d'augmenter, la vitesse de progression de l'épidémie continue d'augmenter. Et on voit apparaître une légère décroissance depuis 3 semaines. Et cette légère décroissance, alors je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, ça correspond pile poil au moment où les magasins de plus de 20 000 m² ont été fermés. Je ne sais pas si ça peut être lié à ça ou pas, aucune idée, ou si c'est un effet retardement du couvre-feu. En tout cas, on voit cette légère décroissance. Mais si on calcule la pente avec ces 3-4 points, la demi-vie qu'on obtient de 49 jours. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur un processus très, très lent et on est loin des effets de 10 jours qu'on avait avec les confinements. Alors, on a regardé également ce qui s'était passé en région PACA, notamment dans les Alpes-Maritimes, dont on parle pas mal en ce moment, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est intéressant, on a à peu près le même, globalement, on a la même chose, hein, c'est-à-dire que le couvre-feu n'a pas empêché l'augmentation de la vitesse de progression épidémique en PACA, ni dans les Alpes-Maritimes. Mais vous voyez qu'en PACA, on a une demi-vie de 64 jours et dans les Alpes-Maritimes, on a une demi-vie de 92 jours, donc c'est vraiment quelque chose de très, très long. En Nouvelle-Aquitaine, en revanche, donc on a eu la même chose. Par contre, là, la décroissance qu'on voit, donc vous voyez, on n'a que 3 points, là, ce n'est pas grand-chose, on peut déjà calculer une pente. Et avec ces 3 points, la demi-vie qu'on obtient pour l'instant est de 17 jours, ce qui serait plutôt très encourageant pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors voilà, pourquoi c'est différent en Nouvelle-Aquitaine ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura un effet plus efficace en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas qu'en région PACA. On a regardé également l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Et dans ces trois régions, on a le même à peu près schéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de modification de la courbe et de la pente avec les couvre-feux pendant plusieurs semaines. Et depuis 3 semaines, on voit une légère décroissance apparaître dans toutes ces régions avec des demi-vies autour de 30-40 jours. Donc, encore une fois, on est dans des demi-vies quand même très lentes par rapport à ce qu'on avait avec les confinements. Donc, deuxième conclusion, sur les couvre-feux, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Guyane, on avait l'impression que les couvre-feux étaient super efficaces et avaient la même efficacité qu'un confinement. En France métropolitaine, c'est beaucoup plus variable, c'est beaucoup moins net. On voit une inversion de la courbe uniquement si on l'associe à la fermeture des magasins de plus de 20 000 m². Mais les demi-vies qu'on obtient sont de 30 à 60 jours, donc beaucoup plus lentes que ce qu'on obtient avec les confinements. Alors, on s'est posé la question des origines de la disparité entre la Guyane et la métropole. Et on a regardé ce qui avait été fait en Guyane pendant ce couvre-feu, vraiment ce qu'ils appelaient le couvre-feu. Donc, le couvre-feu en Guyane, ce n'était pas juste un couvre-feu, c'était un couvre-feu certes, mais c'était aussi, dès la fin du premier confinement, la fermeture des écoles, la fermeture des cinémas, des théâtres. En journée, les restaurants et bars étaient ouverts uniquement à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans cette colonne-là. Donc on voit que ce n'était pas juste un couvre-feu, mais c'était associé à beaucoup de mesures qui ont été mises en place vraiment très précocement. Alors on s'est demandé, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être comme nous, vous en êtes souvenus, qu'en Nouvelle-Aquitaine et en région PACA, il y avait également des mesures qui avaient été prises pendant l'été, qui n'ont pas été prises au niveau national, mais vraiment au niveau local. Donc, par exemple, en PACA, il y avait eu, dès le 26 août, la fermeture des bars, restaurants et des discothèques de 23 h à 6 h du matin. Le port du masque obligatoire dans Nice dès 11 ans, à Marseille aussi. Pareil, le port du masque dans différentes villes de Nouvelle-Aquitaine. La fermeture des bars et restaurants de Nouvelle-Aquitaine qui ne respectaient pas les gestes barrières et les protocoles. L'interdiction de fêtes étudiantes. Donc, vous voyez, il y avait des mesures qui avaient été prises très localement en août. Donc, on s'est demandé si ces mesures avaient eu un quelconque impact sur nos courbes et si on pouvait voir quelque chose. Donc là, on est en août-septembre, ça veut dire, enfin fin août, ça veut dire qu'on est en septembre. Donc, on a regardé ce qui s'est passé pendant cette période-là. D'accord. Donc là, on est en août, septembre, octobre. Hein. Donc voilà, on est au niveau de la France. Donc au niveau national, on voit qu'au niveau national, entre août et fin octobre, on ne fait qu'augmenter la progression. L'épidémie ne fait que progresser. On a regardé ce qui s'est passé maintenant en Nouvelle-Aquitaine et en PACA. Et au début, si on augmente. À un moment donné, donc là, on est début septembre, fin août, début septembre, on a une phase inversée, enfin, une inversion de courbe avec une décroissance, une régression de l'épidémie, avec une demi-vie de 16 jours. On a obtenu à peu près la même chose en région PACA,
Si on regarde plus précisément les Alpes-Maritimes, on le retrouve aussi. Donc, les Alpes-Maritimes, c'était voilà, avec Nice, le Masque, etc. Donc, c'était quand même des départements et des régions qui avaient été bien, enfin, pour lesquels il y avait des mesures qui avaient été prises, en tout cas à ce moment-là. Et puis, si on regarde par exemple l'Île-de-France et en particulier les Yvelines, on voit que pendant la même période, on n'a absolument pas cette décroissance ici. Donc, on a l'impression que là, les mesures locales qui avaient été prises assez tôt, finalement en août, où l'épidémie est encore un petit peu en suspens, avaient permis de décroître et de faire quelque chose d'efficace. Donc, ça n'a pas empêché de reaugmenter derrière jusqu'au second confinement, mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose. Donc, on a l'impression que peut-être ce qui s'est passé en Guyane, ce n'était pas tant le couvre-feu que l'ensemble de mesures qui avaient été prises en même temps et précocement. Et que finalement, les points clés qui peuvent être capables de modifier une vitesse de progression de l'épidémie, c'est peut-être d'initier les traitements, enfin traitements entre guillemets, donc les mesures de confinement, de couvre-feu, de distanciation sociale, le plus précocement possible. Et que peut-être que si on met des mesures en place précocement, ça permettra de diminuer la demi-vie et donc de réduire finalement la durée nécessaire de ces mesures. On voit qu'on les arrête trop tôt, ça repart, mais si ça dure moins longtemps, peut-être qu'on pourra le faire moins longtemps, ce sera aussi efficace. Et que finalement, cette durée du traitement, entre guillemets, on l'a vu, moi je pense qu'elle devrait durer, enfin, d'après nos courbes et ce qu'on a pu voir en Nouvelle-Zélande, si elle dure au moins 6,5, on a vu pendant le premier confinement, ça avait été à peu près le cas, on était quand même sur une dynamique qui a duré pendant plusieurs semaines derrière, de décroissance épidémique, alors que pendant le second confinement, on n'a pas du tout attendu les 6,5. Dès qu'on a arrêté, on a changé la pente. Donc ça, je pense que c'est une notion importante de précocité des mesures et de la durée pendant lesquelles ces mesures sont prises et respectées, ce qui n'est pas forcément facile non plus. Que tout le monde en a un peu marre de tout ça. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, il y a déjà une petite main levée. Je vais donner la parole immédiatement à Patrick. Bon, cool, franchement. Donc, merci pour l'exposé qui est vraiment très clair. J'ai juste une question. Un paramètre important, c'est le pourcentage d'individus susceptibles qui sont infectés. Je voudrais savoir comment vous l'avez déterminé. Tu l'as peut-être dit, mais je n'ai pas capté sur le moment. Non, je ne l'ai pas dit, effectivement. Donc, tu n'as rien loupé. Alors, en fait, on calcule un pourcentage d'extraction, un pourcentage d'extraction dans la population. Donc, on prend le nombre de cas cumulés à J plus 1, moins le nombre de cas cumulés à J moins 1, et on divise par le nombre de cas à J plus 1. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir une extraction au jour le jour de cette. Donc, c'est vraiment un pourcentage, hein, ce n'est pas une valeur absolue. C'est un pourcentage de croissance ou de décroissance, un pourcentage d'évolution du nombre de cas cumulés au jour le jour. Et le nombre de cas, alors il est défini comment? Qui est-ce qui compte les cas? Parce que bon, il y a les cas hospitaliers qui sont faciles à compter, mais il y a tous les autres. Ouais, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en vitesse, hein, donc on n'est pas du tout en valeur absolue. Et que cette vitesse d'évolution, on la calcule sur 7 jours consécutifs. Parce qu'on sait que pendant les 7 jours, il y a des variations le week-end, etc. Et ce qui est intéressant dans notre méthode, c'est que justement, en calculant ces vitesses et ces extractions, on s'affranchit du nombre de tests réalisés et des variations de données d'un jour à l'autre, en fait. C'est pour ça qu'on… Du coup, tu parles des confirmations PCR qui sont faites dans les… Oui, c'est ça. D'accord, oui, c'est pas les cas hospitaliers, parce que… Non, c'est pas les cas hospitaliers. Oui. On pourrait le faire aussi, mais… Ça serait presque pareil, sûrement, parce que, enfin, avec un décalage. Avec un décalage dans le temps. Ce serait la même chose, avec un décalage de quelques semaines. Donc, tu avais accès aux données, des laboratoires d'analyse. Bah ça, c'est disponible en fait sur Santé publique France. D'accord, oui, ok, ça marche. Bon, j'ai compris. Merci. Alors, Santé publique France pour la France et c'est disponible sur le site de l'OMS pour les différents pays. Ok, ça marche. Merci. De rien. Merci Patrick. Je vais relayer la question de Sandrine dans le chat. Merci beaucoup. Est-ce que vous échangez avec les autorités sanitaires type ARS à propos de vos résultats? Non.
Non, non, pour l'instant, la publication est sortie en janvier. Alors, voilà, Bruno Megarban, que vous avez peut-être déjà entendu, communique beaucoup dans les médias, mais non, on n'est pas en relation avec l'ARS. Parce que si je comprends bien, je profite du fait qu'il n'y ait pas de petite main qui se soit levée. L'essentiel, est-ce que j'ai bien compris que l'essentiel de vos conclusions concerne la précocité de la réaction? Est-ce que, et dans ce cas, l'attente, on est dans une séquence en ce moment où on se dit, où on nous dit que chaque semaine gagnée est une semaine gagnée. Vos conclusions auraient plutôt tendance à nous dire que c'est vraiment le mauvais chemin. Mauvais chemin, je ne sais pas ce que tu penses par mauvais chemin. En tout cas, la vitesse n'augmente pas pour l'instant, donc ça c'est plutôt bon signe. Elle ne diminue pas, certes, mais elle n'augmente pas. C'est compliqué de savoir quel est le bon et mauvais chemin. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout la réponse à tout ça. Nous, ce qu'on fait, c'est juste essayer de chiffrer et de voir l'impact de tout ça sur des temps de demi-vie qui sont valables dans des conditions données à un moment donné. C'est sûr que dès qu'on change les conditions, la demi-vie change et c'est quelque chose c'est ça qui est intéressant, c'est de voir justement comment cette évolution peut être chiffrée. Oui, pardon, c'était sur les questions du coup de précocité. Je me disais juste que si on remarque qu'il y a une différence importante entre les pays selon la précocité de la réaction, ça en fait une donnée importante. Et alors, je me posais la question, est-ce que vous pourriez appliquer votre méthode à la mesure de la vitesse de vaccination, par exemple? Est-ce que on pourrait, à côté de la précocité de la réaction, regarder l'impact de la vitesse à laquelle un traitement comme la vaccination est mis en place? Je pense qu'il y avait on voit ressortir les études sur là, les articles sur cette campagne de vaccination contre la méningite au Brésil dans les années 70, où la vitesse est phénoménale. On dit qu'ils ont fait 10 millions d'habitants en 5 jours. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la vitesse de vaccination soit quelque chose que l'approche pharmacocinétique puisse faire entrer dans le traitement des données? Alors, tu veux dire l'impact de la vitesse de vaccination sur l'impact de la vitesse de progression de… Exactement. Ouais. Je ne sais pas. Certainement qu'on pourrait regarder, non, j'en ai aucune idée là comme ça. Mais, et pourquoi pas? Tout est possible. En réfléchissant un peu. Il y a d'autres questions dans le chat. On peut regarder. Dominique. Je peux ouvrir le micro, Dominique, si tu veux poser ta question. Je ne sais pas si c'est une question. On est preneur de la publication. Ouais, alors pour le PDF, moi je peux vous l'envoyer, mais je ne sais pas trop comment. Je peux vous l'envoyer individuellement, en tout cas, ça n'est pas de problème. Mais sinon, il est disponible sur PubMed. Ok, sur PubMed. On peut peut-être partager le lien sur PubMed. Oui, alors attends, tu as raison. Il n'y a pas d'autres petites mains bleues. Personne n'a de curiosité à satisfaire. Ah, si, Patrick. Oui, moi je suis toujours curieux. Moi, ce que j'apprécie dans la démarche, c'est son empirisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à ta question, Arnaud, est-ce qu'on peut voir l'effet des vaccins?
avoir l'effet quantitatif de vitesse de vaccination sur la pente, ça serait compliqué probablement à faire. Mais ce que nous montre Fanchon assez clairement, c'est qu'on peut attribuer la pente à une situation globale, de façon corrélative. Bon, c'est peut-être un peu frustrant parce qu'on ne sait pas vraiment les causes. On voit bien, par exemple, qu'on peut supposer que la fermeture des magasins de plus de 20 000 m², etc., ont eu un effet. Mais en fait, on ne le sait pas, il y a une concomitance. Non. Mais au moins, ça permet de penser. C'est déjà pas mal, ça, sur des éléments qui sont objectifs. Donc j'imagine qu'on pourrait parfaitement comparer avec la même méthode les stratégies vaccinales qui sont implémentées en Allemagne, en France ou ailleurs, comme tu l'as fait pour les confinements. Il n'y a pas de Oui, raison. tout à fait. Ça, on peut. Après, c'est ça. Après, c'est faire l'association entre ce qui se passe et ce qu'on observe. Bon, on peut poser des hypothèses. Maintenant, voilà, comme pour les magasins, je n'ai aucune idée si c'est ça ou pas. Ça correspond au niveau des dates, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Là, c'est un peu la limite. Hein, c'est que nous, on observe. Après, on discute. Voilà. C'est limite, c'est une force aussi, hein, parce que quand on a des hypothèses sur les processus qui sont trop fortes, souvent on tombe à côté aussi, parce que c'est souvent trop simplifié. Donc il faut les deux, quoi, quelque part, en tout cas. J'essaie de vous mettre le PDF, si je peux mettre dans le chat, là, je ne sais pas si je peux mettre quelque chose. En pièces attachées, tu peux, hein, c'est sûr. Oui, j'essaie, du coup, je suis en train d'ouvrir. Hop. Non, je vais ouvrir le micro pour Aliénor et puis pour François. Puis Dominique, peut-être, elle voulait intervenir aussi. Ah, j'ai pas vu sa petite main. Non, mais plutôt que de prendre sa question, si elle est là, elle pourrait la poser, ça serait aussi simple. Alors, je viens d'ouvrir normalement pour Aliénor. Alors, peut-être en attendant que Dominique ouvre son micro, etc. C'était juste une question vraiment voilà. à la fois béotienne et curieuse. Donc, avec l'apparition des variants, si on devait modéliser donc l'efficacité d'une mesure comme un confinement, sachant qu'il y a une épidémie en cours et puis une autre, enfin, je ne sais pas, comment feriez-vous? Est-ce que vous distingueriez deux épidémies en fonction des variants? Parce que les vitesses de diffusion ne sont pas les mêmes. Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait rentrer les variants dans le modèle? Là, c'est sûr que ça met de la variabilité dans le modèle. Si on voulait le distinguer, il faudrait qu'on ait accès, alors là, par contre, je n'ai pas du tout accès à ça, au nombre de tests positifs pour tel variant ou tel variant. Donc ça, je n'ai pas du tout cette information-là, donc je ne peux absolument pas le mettre en compte dans mon modèle pour l'instant. Donc, c'est tout mélangé. Là, j'ai un mélange. C'est possible de le faire, non, je crois. Il me semble qu'en Angleterre, ils ont fait des... Enfin, il y a eu des séquençages très, très précoces. Oui, voilà. Mais après, est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est disponible? Je ne sais pas du tout. Si on peut trouver cette information précise, je ne sais pas. En tout cas, sur Santé publique France, je n'ai pas vu ça. J'ai ouvert le micro pour François. Oui, merci. Bravo pour ce modèle. Je suis impressionné de l'efficacité que peut avoir un modèle comme ça, un modèle phénoménologique, hein, purement phénoménologique. On s'interroge bien sûr toujours qu'est-ce qu'il y a derrière, la signification biologique de ce modèle exponentiel très simple qui est utilisé là. En particulier quand les courbes, quand on observe un plateau, donc la demi-vie, vous la calculez, elle est infinie dans ce cas-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne la calcule plus quand c'est en plateau, parce qu'il n'y a plus de pente en fait. J'avais c'est pour ça que quand on a des données de 92 jours, c'est qu'on est vraiment quasiment au plateau. Donc c'est plus vraiment... Bien sûr. Mais j'avais une question de compréhension aussi. Comment vous avez évalué la durée de l'épidémie observée? Parce que ça m'interroge un petit peu. Parce que l'épidémie, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Oui. Alors, on s'est beaucoup posé la question. On a regardé en fait l'évolution justement de nos courbes et en prenant en fait le nombre de cas, en prenant le minimum. J'ai regardé le nombre de cas qui étaient disponibles sur le site de l'OMS Santé publique France, et donc j'ai pris le point le plus bas avant que ça remonte. D'accord. Donc ça, c'est une façon de faire qui est discutable. Hein. Parce qu'il fallait prendre un critère et que je ne pouvais pas m'arrêter au milieu d'une pente. C'était un peu compliqué. Donc du coup, j'ai choisi d'aller jusqu'au bout de la pente. Non, mais c'est clair. Merci. J'ouvre le micro pour Dominique. Dominique voulait poser une question.
Euh, Oui, vous m'entendez là? Très bien. Oui, moi je suis très perplexe parce que j'ai l'impression qu'on fait des efforts louables. Enfin, c'est très intéressant d'essayer de rationaliser les choses et d'appliquer une méthodologie qu'on connaît bien en pharmacocinétique en particulier à cette épidémie. Mais j'ai comme l'impression qu'on essaie tant bien que mal de faire coller à ça des événements qui se sont passés, alors que il y a des choses qui nous échappent quand même largement. Ce qui s'est passé en été, la réaugmentation du mois de fin septembre, est-ce que vraiment c'est parce qu'on a fait quelque chose ou qu'on n'a rien fait, ou est-ce que c'est parce que le virus, pour une raison X, Y ou Z, a un génie propre qu'on n'a pas encore compris Il y a certainement les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas dans. Enfin, j'essaye pas de voir comment le virus évolue ou pas par lui-même. Ça, j'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand on met en place des mesures, la demi-vie change. Ça, je vois, je confine, la demi-vie change. Voilà. Donc en fait, c'est juste là-dessus qu'on réfléchit. Voilà, c'est pas. Mais par exemple, l'accalmie quand même prolongée, relativement prolongée, de 3 mois de l'été. Je veux dire, on a fait, on n'a pas fait, on a fait dans certains endroits de France, on n'a pas fait dans d'autres. Alors ça, complètement d'accord. Moi, j'étais en Bretagne, les gens avaient un masque dans les rues des villes et des villages, ils étaient espacés sur la plage, et il y avait quand même des clusters. Et alors que dans le sud, les gens ont fait un peu n'importe quoi, mais finalement, est-ce que ça s'est mal passé que ça? Enfin, pas beaucoup plus. Bon. Il y a quand même des périodes. C'est sûr qu'on ne pourra jamais aller analyser exactement ce qui s'est passé dans chaque. On ne comprend pas trop bien ce qui se passe, quoi. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que c'est parce que individuellement, le virus, enfin, la charge virale des personnes est très variable en fonction des individus, et du coup, au hasard des réunions de porteurs très contaminants, par exemple, eh bien, on va se retrouver dans un flux épidémique fort, alors qu'une autre zone, tout à fait par hasard, va se retrouver dans une zone à faible contamination. On peut dire que ça s'équilibre sur l'ensemble de la population, mais alors est-ce qu'on a bien examiné, par exemple, ça c'est l'immunologiste qui parle, la différence entre le rural profond et le rural moins profond et l'urbain, des choses comme ça, qui permettraient de comprendre. Mais ça, c'est sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est que je le pense génie propre du virus vis-à-vis de l'immunité des populations. Parce qu'on a quand même cet exemple mondial des pays en développement, disons, vraiment sous tout le monde, qui finalement s'en tirent mieux que les plus développés, etc. Pour quelqu'un comme moi qui a travaillé sur l'allergie en relation avec le niveau de développement et tout ça, je dirais ce qu'on voit, c'est que finalement on voit la même chose. C'est les pays les plus développés, les plus hygiéniques, les plus à nourriture occidentale, entre guillemets, ça veut dire américaine, qui s'en sortent pas très bien. Et à l'inverse, les autres pays plus, entre guillemets, profonds, qui finalement tirent mieux leur épingle du jeu, toute proportion gardée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas en Inde, qu'il n'y a pas de cas en Afrique, qu'il n'y a pas de cas. Mais en Afrique, par exemple, il est quand même typique de voir que les pays les plus développés avec un mode de vie le plus occidental, comme l'Afrique du Sud ou l'Algérie, par exemple, sont aussi les plus atteints. Et ça, c'est une vision globale. Hein, ça, mais bien sûr, mais ça, je suis complètement d'accord. Et je pense sur la que... France, mais moi, j'essaie de réfléchir au niveau mondial et sur les rapports entre niveau immunitaire des populations et l'infection. Et c'est vrai qu'on peut se poser d'autres questions. Donc, évidemment, les mesures
mesures prises par les gouvernements type vont interférer là où il est, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors nous, de toute façon, on avait demandé à l'ARS de récupérer des données plus fines pour pouvoir travailler justement sur l'opposition urbain-rural, rural, très rural, agricole versus rural, autre, etc. On nous a refusé l'accès à ces données. Bon, on va pas pouvoir aller plus loin. Mais ça serait intéressant. Ce serait intéressant, mais je pense qu'il y a aussi des disparités, je ne prends pas en compte, je n'ai aucune idée, mais selon les régions, selon les pays, il y a aussi de toute façon des modes de sociabilité qui sont très différentes. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'un couvre-feu a un impact quelque part et par ailleurs, parce que finalement, ce n'était pas ça. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça intervient aussi beaucoup. C'est évident. Donc là, ça ne prend pas du tout en compte. Enfin, je ne peux pas expliquer tout ça, je ne peux pas tout expliquer, j'en ai aucune idée. Il y a beaucoup de choses entre l'immunité, effectivement, des différentes populations rurales, citadines, les modes de sociabilité qui sont différentes. Il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est sûr qu'on ne peut pas analyser tout ça. Mais ça donne quand même des orientations, des indications en tout cas, qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Voilà, c'était un peu juste ça l'idée. Mais c'est un jeu de l'esprit qui est intéressant. Il y a tellement de choses. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien dans la démarche, quand même, c'est le décalcage transdisciplinaire qui fait qu'un outil de pharmacocinétique est utilisé en épidémiologie et qui finalement est simple, enfin, simple à comprendre en tout cas, puis on voit bien comment on peut l'implémenter. Et du coup, le saut épistémologique, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, le saut interdisciplinaire est intéressant parce que quelque part, même si on ne comprend pas tout, on a un outil de mesure commode, on va dire ça comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est très facile à faire, ça peut être fait sur 3 jours, 3 semaines, enfin ça peut être fait assez rapidement. Ça donne des tendances, ça donne des indications. Je ne dis pas que c'est infaillible et voilà, mais ça permet quand même d'avoir. Et c'est vrai que c'était intéressant de faire ce parallèle entre ces deux disciplines qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, mais qui finalement utilisent exactement les mêmes équations. Ouais. C'est toujours pareil, quand quelque chose est évident, enfin non, c'est jamais évident, mais après qu'on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, quoi, à chaque fois. C'est toujours étonnant de voir que des outils qui sont évidents pour toi, franchement, n'étaient pas pour un épidémiologiste, visiblement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, de mon point de vue généticienne, c'est vrai que ça. Ouais, pareil. Hein, moi, ça m'amuse. Moi aussi, terriblement. Et c'est puissant quand même pour mesurer justement la boîte noire, ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des petits effets, même des petites choses. Quand on passe une pente plate à 92 jours, ce n'est pas une grosse différence, mais n'empêche qu'on la voit. Ouais. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que ça sert d'outil de représentation plus fine des données? Alors, en tout cas, peut-être. En tout cas, il y a un mode de représentation différent parce que c'est quantitatif, on a des chiffres, enfin, on a des paramètres, donc on a un paramètre objectif, enfin, en tout cas mesuré, calculé. Et surtout, je crois que c'est ce qu'on regarde beaucoup, ce qu'on nous montre beaucoup dans les journaux, ce sont des données en valeur absolue, en nombre de tests positifs. Et là, on est sur des notions de vitesse. Et je crois que ça change quand même un petit peu les choses. C'est un point très important parce que ça t'affranchit du biais que peut représenter la détection. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on retrouve des valeurs similaires un peu partout. Même s'il y a des biais de détection, le rapport entre un pourcentage au tenté et au tenté plus 1 va être le même parce que le biais est constant. Donc, du coup, on peut comparer la vitesse allemande à la vitesse française, même si le pouvoir de détection politique n'est pas la même. Oui, exactement. C'est ça qui était intéressant. Oui, ça donne une bonne puissance à l'approche. Ça, c'était ce qu'on avait voulu, effectivement, pouvoir s'affranchir, parce que c'est vrai qu'entre le nombre de tests qui avaient été faits en mars, là, en Allemagne et en France, ça n'avait rien à voir. Donc, ça crée forcément des biais. Donc là, on s'affranchit de cette problématique-là. D'accord. Et, pardon, c'est toujours la même question, mais donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que la précocité de la mesure est la chose la plus importante. Je ne sais pas si c'est la plus importante, je n'irai pas jusqu'à dire ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle a une importance. On va dire ça plutôt comme ça. Ouais. Si vous me permettez un mot campagnolesque, dès que vous avez une exponentielle, c'est jamais trop tôt. C'est-à-dire que dès que vous prenez une mesure, quand l'exponentiation est déjà très avancée, ça demande une énergie folle pour ramener le système à l'état initial.
Alors que dès que vous êtes au début de l'exponentielle, où vous êtes encore sur une portion qui est un petit peu linéaire, pas trop ces phénomènes multiplicatifs en cours, alors là, on peut agir. Et c'est ce que traduit un petit peu certainement cette idée de précocité par rapport à l'intervention. Ah ben c'est sûr. Ben on voit bien que quand on regarde en demi-vie, on voit bien que plus on avance, et de toute façon, plus les processus sont lents parce qu'on n'élimine plus grand-chose. Mais du coup, ça prend des… Voilà. En fait, le gros des processus se fait vraiment au tout début des courbes exponentielles. Effectivement. Donc, plus on prend des mesures à ce moment-là, plus on accélère les choses. Donc, je crois que c'est ça que ça traduit, effectivement. C'est ce qui est terrible dans les exponentielles, d'ailleurs, hein, parce qu'on voit, par exemple, avec le R0, quand on est à 1,1, on se dit « c'est pas terrible, c'est 10%, bon, c'est pas énorme ». Alors, en fait, si c'est comme les intérêts des emprunts, ça devient vite gigantesque quand on multiplie le 1,1 par 1,1 par 1,1, etc. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est comme les croissances de la population. On dit, bah ouais, non, chez nous, en Europe, les populations sont stabilisées, on compense, ouais, sauf que la population a pratiquement augmenté de 60% en moins de 50 ans, quoi. Donc, ces phénomènes d'exponentiation, même si les taux de croissance sont très, très faibles, ils sont redoutables si on les laisse dans la durée. C'est ça, oui. C'est l'idée. Bien. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Je regarde aussi dans le chat. Oui, il y a le commentaire de Dominique sur le précocement après 1 an, bah oui. Ah, bah alors ça veut rien dire. Bah oui. C'est-à-dire que quand on voit, en fait, justement, quand on voit nos courbes globales, ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose. Hein. Je comprends bien ce qu'elle veut dire. Mais quand on voit la courbe globale depuis 1 an, quand on voit qu'on commence vraiment à ralentir les processus et qu'on attend encore pendant 2 mois avant de faire quelque chose, on sent bien que si on avait fait quelque chose plus vite, ça aurait accéléré les choses, quoi. Mais je suis d'accord, de toute façon, là maintenant, on est lancé dans un truc un peu compliqué. Et qu'est-ce que ça veut dire précocement? Je suis d'accord. Je sais pas. On en revient aux échanges qu'on avait eus à ce propos, déjà dans d'autres conférences, qui nous disaient que quelque part, les démocraties étaient assez mal armées par rapport à ça, par rapport à faut bien dire, des dictatures, quoi, ou des îles. En même temps, c'est la Nouvelle-Zélande, oui, c'est ça qui tire son épingle du jeu dans cette mesure. Ouais, oui, mais parce que je crois que leur Premier ministre est très apprécié, il a pu prendre des mesures rapides qui étaient acceptées par la population, peut-être qu'ils sont plus disciplinés que chez nous, je ne sais pas, et c'est une île. Alors, dans les îles, on est déjà arrivé à éradiquer pas mal de maladies. Bon, la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est celle qui est une des premières à avoir éradiqué l'échinococcose alvéolaire dans l'île. Alvéolaire, granuleuse, excusez-moi, c'est une autre échinococcose, je suis obsédé là. C'est la situation insulaire qui… Oui, mais c'est vrai aussi pour les extinctions d'espèces, c'est une loi en écologie, hein, c'est-à-dire que vous avez un taux d'extinction qui est beaucoup plus fort dans les îles, un taux de recolonisation qui est beaucoup plus faible aussi, ça dépend de la distance au continent, et elles sont beaucoup plus vulnérables aux extinctions, parce que les populations qui y sont beaucoup plus petites. Tiens, il y a Dominique qui lève la main là. Oui, je lui donne. Et juste en attendant, juste pour rebondir, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion d'adhésion de la population à des mesures. Et ça, je crois que ça a une importance quand même non négligeable, parce que c'est sûr qu'entre des Allemands, des Français, des Espagnols, on n'adhère pas forcément de la même manière aux mesures qui nous sont recommandées. Ça doit certainement avoir un impact aussi. Oui, moi je voulais juste aller dans le sens de Patrick pour la Nouvelle-Zélande. Je pense que prendre la Nouvelle-Zélande comme modèle en disant oui, c'est une démocratie et pourtant ils s'en sont bien sortis, etc., ben, vraiment, c'est extrêmement différent de chez nous. Et c'est vrai que bon, l'échinococcose kystique a été éradiqué de la Nouvelle-Zélande. Je dirais que c'est le seul exemple mondial d'éradication de cette maladie. Chypre a presque réussi et la guerre avec la Turquie qui est dans le milieu. Mais enfin, de toute façon, c'est que les îles qui ont à peu près pu faire quelque chose et que la Nouvelle-Zélande, parce que c'était une île
qui a pu réussir. En plus de ça, par exemple, l'aspect écologique, enfin, le sentiment d'adhésion de la population à des mesures, il est énorme en Nouvelle-Zélande. Vous ne pouvez pas, en Nouvelle-Zélande, introduire une demi-pomme en venant d'ailleurs, parce que vous allez contaminer l'écosystème néo-zélandais, et c'est quelque chose qui est accepté par les populations. On fouille les poches pour trouver l'ombre d'une graine. Enfin, je pense qu'il y a tout un fond. Alors, en plus de ça, il y a une femme comme responsable politique majeur et qui a vraiment pris les gens dans le sens du poil. Enfin, ça fait une accumulation de bons points qui est quand même assez exemplaire, quoi. Donc, je crois que dire oui, mais vous voyez, les démocraties peuvent s'en sortir puisque la Nouvelle-Zélande s'en est sortie. Taïwan s'en est sorti, c'est une démocratie. Oui, Taïwan aussi, s'en est sorti. Et c'est une île. C'est pareil, c'est une île. Enfin, Alors, la Corée du Sud, est-ce qu'on a la demi-vie pour la Corée du Sud? Alors, mais la Corée du Sud est presque une île. Oui, voilà, c'est une péninsule. C'est une péninsule, mais avec la Corée du Nord, où la frontière est strictement infranchissable, en frontière continentale. Si tu veux, en écologie aussi, c'est très beau à voir. Nous, en Europe, on a eu la péninsule de l'Asie. Et si vous regardez le nombre d'espèces qui sont présentes en Europe par rapport à l'Asie, dans un écosystème donné, vous en avez bien moins. Vous avez à peu près une bonne dizaine, je pense, d'ongulés dans les forêts chinoises. Vous en avez 2 ou 3 chez nous, à peu près. Ça vous donne une idée différente. Hein. Donc là aussi, les péninsules, c'est des demi-îles, la raison, Dominique, hein, pour ça. Donc, il faudrait trouver la bonne exception, il faudrait trouver un État avec des frontières qui s'en est bien sorti. Il faut un État avec des frontières terrestres. Et, à ma connaissance, il n'y a pas d'État avec des frontières terrestres qui s'en sort bien. Du moins dans les démocraties, le Vietnam s'en est sorti, c'est une dictature, la Chine s'en sort et c'est une dictature. Et je suis en train de lire les mémoires de Barack Obama. Et c'était assez intéressant parce qu'il a rencontré des jeunes Chinois. Il a une analyse qui est très pertinente de la situation en Chine. Il conclut son paragraphe, là je viens de retrouver le texte, il dit « Pendant toute leur vie, le système chinois les a amenés, eux et leurs familles, sur une trajectoire ascendante, tandis que de loin, au moins, les démocraties occidentales semblaient bloquées dans la neutralité, pleines de discordes civiques et d'inefficacité économique. » Et c'est vrai qu'il y a un contraste qui est frappant dans ces crises-là entre la manière dont la Chine, le Vietnam notamment, qui sont des dictatures communistes pures et dures, ont réglé leurs problèmes avec des confinements précoces extrêmement sévères, comme tu le disais Fanchon, c'est-à-dire tout à fait au début de la crise. Et nous, en termes de démocratie, on a un problème d'acceptabilité sociale. Quand on parle de passeport vaccinal, on nous dit que c'est une atteinte aux libertés. Quand on parle de porter le masque, pareil. Mon passeport vaccinal, je suis désolé, moi quand je vais à l'étranger, on me demande mon passeport et on me demande mon certificat de vaccination sur la fièvre jaune, j'en fais pas un scandale, je veux dire. Et si je ne l'ai pas, je n'entre pas dans les pays en Afrique. Hein. Donc je pense que pour le moment, on est dans un système qui est louable parce que finalement, il porte à débat, mais qui est quand même bien empêtré dans ses contradictions-là. Oui, mais ça c'est sûr que c'est un débat complexe. Hein, ça, oui. Oui, mais je pense que justement, c'est peut-être que cette idée de demi-vie, etc., et de travail là-dessus est une représentation globaliste de la complexité qui est intéressante en tant que telle. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien fouiller dedans quelles sont les vraies composantes de la complexité. Oui, bah après, peut-être qu'on pourrait améliorer le modèle et mettre des covariables. Après, on pourrait faire d'autres choses. Hein. Mais moi, je trouve que la démarche est très écologique. C'est-à-dire que tu vas du global au local. Bon, tu peux comparer des systèmes, tu les compares de manière quantitative avec la pente. Parfois, la pente nous dit quelque chose. Il y a des hypothèses qui viennent derrière. Allons les tester derrière. C'est-à-dire que quelque part, nous, c'est une démarche qui nous est très familière en écologie, ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc le modèle ne vient que derrière, enfin le modèle procédural hein, sur les processus. Et souvent, on fait de la mauvaise modélisation quand on n'a pas une connaissance du système, une description du système et des moyens quantitatifs de comparer les systèmes entre eux. Est-ce que, en faisant cette application de modèle pharmacocinétique à l'épidémiologie, vous avez des envies de l'appliquer à d'autres champs?
Je n'ai pas d'envie particulière. L'idée vous a traversé, mais l'idée. On pourrait l'apporter à d'autres champs encore. Ah, mais c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est des approches de modélisation. De toute façon, tous les modèles reposent sur les mêmes. Enfin, pas tous, c'est pas toutes les mêmes équations, mais enfin, c'est le même principe, en tout cas, de dire on écrit des équations et après on fait des choses avec. Pas qu'on a des équations, qu'on a des relations entre différentes variables. On peut effectivement soit simuler, soit expliquer. Bon, voilà. Après, moi, j'ai pas de. Non, moi, je pense mais que j'ai pas pour idée de la mettre à toutes les sauces. Le grand avantage, c'est l'avantage de la simplicité. Parce que je veux dire que tous ces épidémiologistes modélisateurs, il arrive un moment où leurs équations échappent à tout le monde et où on a l'impression qu'ils sortent d'un chapeau des trucs dont on ne sait pas trop comment ils bâtissent leur anticipation, etc. Là, au moins, on a quelque chose que n'importe quel cerveau correctement intelligent peut comprendre. Et ça, c'est déjà un gros progrès, parce que ça évite aussi justement de fantasmer sur le fait que les gens ont inventé leur système et qui vous disent oui, ça va monter, oui, ça va descendre, etc. C'est ça. Ben là, puis on n'est pas dans l'imagination, on est dans le. Voilà, on observe et on regarde ce qui se passe avec un système très simple. On calcule une pente, je crois que c'est vraiment très, très simple. Donc, c'était aussi ce qui nous a plu dans cette approche-là. C'est simple et presque en temps réel. Donc, c'est quand même pas mal. Pour avoir commencé ma vie de chercheur en pharmacocinétique, je trouve ça très intéressant, bien applicable. Mais ah bah, il y a plein d'autres questions. Ça, on est d'accord. Ça n'expliquera pas tout, malheureusement. Ça ne donnera pas forcément de clés de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Mais en tout cas, ça permet de voir un petit peu ce qui peut marcher, peut-être mieux que d'autres. Très bien. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous approchons de l'heure de fin. On pourrait encore, s'il y en avait une, mais sinon, nous allons. Je regarde juste sur le chat. Il y avait une longue intervention. Il y avait encore. Lénore se demandait comment modéliser avant les élections. Il y a eu un second confinement en Nouvelle-Zélande. J'ai vu des articles expliquant que la population était vent debout, mais la Première ministre a maintenu son cap et coup double a été réélu. La Grande-Bretagne est une île aussi. J'ai lu aussi ce que disait Robert sur le comportement. La Grande-Bretagne est une île, mais ils ont le gros handicap de Boris Johnson. Mais de toute façon, on va enregistrer le chat et l'envoyer à Fanchon. Si ensuite certains veulent échanger avec elle, lui écrire, il va être l'heure de la remercier pour cette présentation et d'annoncer notre prochaine séance le 9 mars où nous recevrons Alexandra Laurent, qui est professeure de psychologie au laboratoire Psy-DREPSI à l'Université de Bourgogne, et Jean-Pierre Queneau, chef du service de réanimation du CHU Dijon-Bourgogne, et qui nous présenteront leurs recherches sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les professionnels de réanimation, dimension éthique et psychologique. Bien, merci encore. Merci à vous pour l'organisation de ce séminaire.